De retour sur ce plateau, il y a quelques jours, le syndicat de l'enseignement supérieur a décidé de durcir le ton, de passer en force, de resserrer les taux autour du département de tutelle en lançant une grève générale et limitée, ce malgré que les pourparlers qui avaient été engagés ont permis d'accorder leur violon sur la majorité des points de revendication. Pour les frondeurs, cette décision résulte de l'imminence des 3 points sur lesquels il n'y a pas eu entente. Eh bien, pour en savoir davantage, nous avons comme invité Monsieur le secrétaire général du département, Dr Fassine Conté, qui est notre invité, déjà avec nous sur ce plateau. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Allez-y, Caps, pour la première question. Oui. Alors, docteur, bienvenue à vous dans cette émission. Alors, ma première question pour vous, on a reçu le syndicat ici. Ils nous ont fait savoir que depuis décembre, ils cherchaient à rentrer en contact avec votre département pour pouvoir échanger avec vous sur les situations, les conditions qui sont du travail. Et finalement, blackout, silence radio, pas possible parce que tout simplement, le chef de cabinet n'étant pas sur la Guinée, il n'était pas possible pour eux de pouvoir rencontrer le département. Même pas le chef de cabinet aussi, hein, Madame la ministre aussi n'a pas daigné recevoir. Merci bien. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, dire que ma présence ici, c'est juste pour certaines clarifications, permettre un peu à l'opinion de comprendre un peu ce qui s'est passé. Sur ce, je vais revenir sur votre question. En fait, nous avons reçu les syndicats après 4 journées. Mais la première journée, nous leur avons dit, montrer un peu notre étonnement face à ce préavis de grève, parce qu'on n'a pas compris qu'on dise que non, Madame la ministre n'était pas réceptive, ou alors que Monsieur le chef de cabinet, mon cher Jumon, n'était pas sur Conakry. Ce n'est pas du tout ça. On les a dit que nous ne comprenons pas, parce que vous vous rappelez, nous avons organisé les Jeux universitaires à Cancan. Tout à fait. On était avec le secrétaire général du SNIASUR. Et il y a d'autres événements auxquels on a invité un peu le secrétaire général du SNIASUR. Il ne quitte jamais nos bureaux. Mais ceci étant, on leur a dit, dans les relations humaines, il peut toujours y avoir des incompréhensions. Donc nous, en fait, ce qui en ce moment-là nous intéressait, c'était de comprendre un peu les 11 points de leur plateforme revendicative et d'essayer de trouver une solution à la maison. Et donc, malgré notre semaine nationale de la recherche et l'innovation que nous avons organisée la semaine dernière, on les a reçus 2 fois. Voilà. Dans un premier temps, pour leur dire un peu notre étonnement face à ce préavis de grève, parce que il y a plusieurs points dans cette plateforme revendicative sur lesquels nous sommes déjà en avance. Voilà. Et il y a également d'autres points, on leur a expliqué que nous, en fait, notre souhait, vous parlez de problèmes de qualité, vous parlez de problèmes d'engouement même par rapport au système éducatif aujourd'hui. Donc nous, notre en fait, objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait un système de qualité dynamique capable de former des jeunes Guinéens qui vont, en fait, s'associer, accompagner le processus de développement de notre pays. Donc, on a échangé et après plusieurs jours de négociations, nous espérons vraiment que ce soir, nous allons en fait signer ce protocole d'accord. D'accord. Alors, docteur, également l'autre question, parce que sur les 11 points, finalement, le point d'achoppement, c'était au niveau de 3. Alors, j'aimerais vous entendre sur un des points concernant la formation des formateurs. Alors, quelle est la solution finalement à laquelle vous êtes parvenu? Est-ce que finalement, les enseignants qui ont 45 ans ou plus pourront également bénéficier de ces bourses-là? Merci bien, Caps. Sur la question de la formation des formateurs, les syndicats même n'ont pas manqué de nous féliciter. Parce qu'ils ont dit le fonds de formation des formateurs était dans les institutions. Il a fait là-bas plus de 20 ans. Les enseignants, chercheurs n'avaient pas du tout accès à ce fonds. Un de nos prédécesseurs, en la personne du ministre Yero Baldé, a décidé de ramener ces fonds au cabinet pour pouvoir en fait soutenir un peu la formation des formateurs. Je rappelle que nous n'avons que 18% de docteurs dans le système. Quand on est arrivé, on n'avait que 18%
de docteurs dans le système. Sur les 3033 enseignants, sur les statistiques de 2021, on n'avait que 18% de docteurs. Nous, l'année dernière, nous en avons financé plus de 1000. Et cette année, il y a quelque chose de 500 qui sont en train de recevoir les fonds maintenant. D'accord. Et nous avons expliqué en fait aux syndicalistes que la norme à l'international pour pouvoir avoir accès à une bourse pour le doctorat, c'est 35 ans. Mais pour la Guinée... Même les institutions, la condition, c'est ça. Pour qu'ils accompagnent, il faut y aller. Ils ont ressorti dans leur communication qu'ils étaient d'accord avec le cas des bourses financées par les institutions. Mais eux, ce qu'ils réclamaient, c'est que l'État même, cette fois-ci, finance pour ceux qui ne pouvaient pas entrer dans les critères des institutions. Nous n'avons pas manqué de dire aux syndicalistes qu'en faisant les choses, il ne faut pas faire les choses à notre taille. Ajustez juste un peu le micro. Il ne faut pas faire les choses à notre taille. Il faut faire les choses en se disant que l'acte que nous posons, ça va être vu sur le plan international. Parce qu'on ne veut plus continuer à vivre un peu en autarcie. Mais nous n'avons pas fermé. La première chose que nous avons eu à faire quand on est arrivé au ministère, parce que le fonds était là, mais il n'y avait pas de critères d'attribution. Nous avons en fait cherché à prendre un arrêté. Madame la ministre a pris un arrêté pour en fait fixer les critères d'attribution des bourses. Et c'est dans ces critères-là qu'on a en fait le critère portant sur l'âge. Pourquoi? On leur a expliqué. L'État investit. L'État a envie d'avoir un système d'enseignement supérieur dynamique avec des enseignants-chercheurs de rang. Donc l'État fait en sorte qu'on ait en fait des gens en fait qui ont très rapidement le doctorat et qui servent minimum 20 ans dans le système. Tout à fait. Voilà. Mais en fait, nous sommes conscients que ces syndicalistes qui en fait réclament qu'on fasse bouger un peu l'âge, que c'est des gens en fait qui ont servi le système pendant des années. C'est pourquoi, par moment, nous accordons des dérogations et le syndicat en est conscient. D'accord. Le syndicat en est conscient, nous accordons des dérogations pour en fait permettre à ces enseignants-chercheurs qui ont fait plusieurs années dans le système, qui ont été en fait victimes du système à un moment donné, pour qu'ils aient accès à ces fonds. Et il y en a qui ont accès, ils le savent, les syndicats le savent. Mais un document officiel que nous faisons, ce document-là, on ne peut pas en fait nous permettre de fixer un peu l'âge à 50 ans. Mais quand vous fixez l'âge à 50 ans, avec l'état actuel des choses, plusieurs ne parviennent pas à finir leur doctorat en 3 ans. Donc ils vont finir vers 5 ans. Donc à 55 ans. Vous voyez même des gens qui sont à la veille de la retraite qui viennent vous dire il faut nous financer. Alors que l'État, les ressources de l'État sont rares. Il faut rationaliser, oui. Les ressources de l'État sont rares. Si on ne rationalise pas, pour en fait faire en sorte que ce secteur-là puisse avoir ce vivier conséquent d'enseignants-chercheurs dont il a besoin, c'est compliqué. Donc c'est ce qui fait. Sinon, nous n'avons aucun problème. Notre souci aujourd'hui, c'est de qualifier ce système. De faire en sorte qu'on ait des étudiants qui sortent et qui sont capables de travailler aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Alors, sur la question, puisque CAPS a posé la question, est-ce que c'est la dérogation finalement qui va se poursuivre ou vous avez décidé de lever le pied? Non, je pense que sur la question, on s'est entendu. En fait, on ne bougera pas. Mais en fait, par moment, c'est même dans l'arrêté. Par moment, pour des cas spécifiques, c'est dans l'arrêté. Ce n'est même pas une dérogation. C'est dans l'arrêté. Pour des cas spécifiques, on soutiendra. Parce que en fait, c'est des gens aussi qui appartiennent au système, qui ont fait assez d'années à faire avancer le système. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire général, il y a l'autre point d'achoppement au compte de ces revendications, c'est notamment l'engagement des contractuels. Il se dit que le département n'a pas voulu bouger là-dessus, alors que le syndicat estime que ces enseignants-là ont pas mal abattu du travail pour mériter d'entrer dans la fonction publique, notamment au compte du ministère de l'Enseignement supérieur. Merci bien, mon cher ami. Voilà ce qui s'est passé. Les syndicats, d'ailleurs, n'ont pas manqué de dire, monsieur les responsables de l'enseignement supérieur, de madame la ministre au chef de cabinet, n'ont pas manqué de nous dire, sincèrement, c'est une situation que vous avez héritée, que nous avons là. En fait, je vais encore citer notre prédécesseur qui s'était en fait entendu avec eux à un moment donné de recruter les homologues et d'en finir complètement avec
le concept d'homologue dans nos institutions d'enseignement supérieur. Ok. À l'époque, il y avait 400. De 400, ils sont passés à 600. Effectivement, ces 600 ont été recrutés à la fonction publique. Après, le syndicat est revenu dire que, attention, il y a des responsables d'institutions qui ont écarté, ça il faut le dire, qui ont écarté certains homologues au profit de leurs, en fait, parents parfois. Ils disent aujourd'hui, il faut alors, en fait, recruter tous les homologues. Nous, on leur a dit, nous sommes en refondation, nous sommes en rectification institutionnelle, nous sommes d'accord qu'il ne doit pas y avoir d'injustice. Ces gens-là, ces homologues qui avaient fait à l'époque 2 ans de fonction dans les institutions d'enseignement supérieur, on va les recruter. Eux, ils disent non, on va recruter jusqu'à avril 2022, ceux qui étaient là en avril 2022. On leur a expliqué que sur cette question, c'est vrai, le ministère de l'Enseignement supérieur est responsable de la situation, mais il faut que certains ministères, certains de nos homologues interviennent également sur la question parce que ça a des répercussions financières également. Donc, parler de recrutement à la fonction publique, il faudrait que nous, on reçoive ces dossiers, qu'on les trie et qu'on envoie au ministère du Travail et de la fonction publique, et qui va également voir un peu les capacités financières du pays. Mais là-dessus, s'il vous plaît, je voudrais vous dire que là-dessus, on s'est compris et dans le protocole, on va en fait aller vers le recrutement des homologues qui étaient là avant, en fait. Mais docteur, ils sont au nombre de combien? Est-ce qu'on a une idée du nombre? Parce que la question du nombre se posait ici. Voilà ce qu'on a décidé là-dessus. C'est que la situation va être faite par le SNIASUR, par le syndicat, pour ne plus qu'ils reviennent nous dire on a omis les gens. Ou pas. Ils vont le faire. Ils le font tout seuls ou c'est un concert? Non, ils vont le faire avec la conférence des recteurs et directeurs généraux. D'accord. Parce que les recteurs sont quand même responsables aussi de leurs institutions. Donc, ils vont faire en fait cette situation-là et vont venir vers le ministère. Mais en allant faire la situation, ils vont également se faire assister par le ministère du Travail et de la fonction publique qui connaît un peu les dossiers, les documents qu'il faut pour en fait avoir un dossier qui permet d'être recruté à la fonction publique. Donc, quand ce document-là va nous parvenir au niveau du ministère, nous allons également faire un travail. Parce qu'en fait, il ne faut pas permettre aussi que n'importe qui vienne en fait dans les institutions. Alors, docteur, sur la question des enseignants, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'en termes de besoins, est-ce que le nombre d'enseignants se pose? Est-ce que il y a un besoin d'enseignants? Oui, d'ailleurs, je pense que depuis l'année dernière, on nous a demandé ces besoins, on l'a exprimé. Et je pense que en fait, le recrutement en fait de ces homologues peut rentrer en fait dans ce besoin. Tout ce qui nous à date en fait, tout ce que nous demandons, c'est que vraiment il faudrait que tout le monde se mette dans une dynamique de formation. La qualité, l'état actuel de nos institutions d'enseignement supérieur demande que les gens se démultiplient, demande que les gens se mettent au travail pour avoir les formations nécessaires qu'il faut pour mieux servir nos institutions d'enseignement supérieur. D'accord. Allez-y, Félix. Fait, le problème avec ces homologues, il y en a qui ont quand même fait assez d'années dans l'enseignement. Ils ont quand même acquis certaines expériences. Ça, il faut le dire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, qu'au nom donc de cette ancienneté et au vu de l'expérience qu'ils ont pu quand même cumuler, il faut bien entendu prêter la main pour pouvoir quand même les recruter? Nous n'avons pas manqué d'ailleurs de dire à nos amis du SNIASUR que plusieurs parmi ces homologues ont bénéficié du fonds de formation des formateurs. Est-ce que vous pouvez investir sur quelqu'un et après vous débarrasser de lui? Non, pas du tout. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes conscients d'une chose, que ceux qui acceptent de venir être dans nos institutions, c'est des gens vraiment qui veulent vraiment faire avancer nos institutions. C'est pourquoi, l'année dernière, plus de 1000 enseignants-chercheurs, dont certains de ces homologues-là, ont bénéficié du fonds de formation des formateurs. Et on ne peut pas investir sur eux et vouloir les écarter. Donc aujourd'hui, la plupart de ces enseignants-là ont pu faire leur master. Plusieurs même sont en thèse.
si vous l'avez remarqué, il y a plusieurs soutenances de thèse maintenant dans nos institutions. C'est dû au fait que nous sommes là, auprès des enseignants pour les soutenir en matière de formation. D'accord. L'autre point, c'est notamment sur le statut particulier, la signature sans délai du statut particulier, des textes d'application du cadre unique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est une question sur laquelle on s'est entendu. Je n'ai pas d'ailleurs manqué de leur dire qu'ils essaient juste de nous ravir la vedette sur la signature de ce document-là. Parce que pas plus tard que demain, on sera au CNT pour la plénière avec les honorables conseillers pour en fait avoir ce statut spécial. Non, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer, faire un peu une petite historique par rapport à ça. D'accord, Le allez-y. 12 août passé, le 12 août de l'année dernière, nous avons réuni tout le GOTA de l'enseignement supérieur pour aller réfléchir sur un certain nombre de textes de notre ministère, dont le statut spécial. Pourquoi en fait on a pensé en fait avoir un statut spécial? Le statut DPS existait avant, avec la loi 175 pour les universités de Conakry, les universités de Kankan, l'université de Farana, mais également l'Institut Géomine de Bokeh. Mais vous savez, en fait, avant, la Guinée avait son plan comptable. Mais quand on est passé dans l'OADA, il y a eu la loi 056. La loi 056 n'a pas pris en compte certaines spécificités des institutions d'enseignement supérieur. Et ça nous amène aujourd'hui à proposer un statut spécial pour les institutions d'enseignement supérieur pour en fait dynamiser, pour faciliter un peu le fonctionnement de ces institutions. Avec la loi 056, le seul organe délibérant pour les EPA, c'est le conseil d'administration. Alors que dans les universités, vous savez qu'il y a les conseils d'université, les conseils de faculté, les conseils de département. Oui. Donc, dans les institutions, il y a les organes délibérants internes, mais également les organes délibérants, l'organe délibérant externe. Donc, c'est tout ce qui a fait que nous avons en fait proposé au gouvernement de nous soutenir dans un projet de loi que nous avons eu à amener au niveau du CNT. Après plusieurs va-et-vient, nous sommes sur le point d'aller vers l'adoption de cette loi. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses que nous avons aménagées pour les institutions d'enseignement supérieur, parce que quand on parle par exemple des activités génératrices de revenus, ce n'était pas du tout réglementé dans nos institutions. Mais à travers cette loi, c'est maintenant réglementé. Donc, parler de statut particulier en fait des institutions d'enseignement supérieur, je pense que, parce que du moment où même le secrétaire général, mon cher grand frère, était lui-même à Kindia avec nous, je pense que ce n'était pas normal qu'on mette en fait ce point-là dans le truc. Mais en fait, je pense qu'ils sont dans leur droit à un moment donné, mais nous aussi, nous sommes dans notre droit à venir vers eux pour discuter, leur faire comprendre un certain nombre de choses. Mais dans ce concept aussi de statut particulier, parce que il faut également signaler qu'ils n'avaient même pas un peu la même compréhension que nous. Parce qu'en fait, c'est un problème qu'ils ont posé et qui avait deux volets. En fait, on a aménagé un statut spécial pour les institutions d'enseignement supérieur, mais derrière, ils demandaient également des mesures d'incitation pour les enseignants-chercheurs. Nous n'avons pas manqué de leur dire que nous sommes en avance sur eux, parce que l'atelier de Kindia nous a permis d'avoir des éléments et que nous avons remonté acquis de droit. Et donc aujourd'hui, je pense que le problème ne se pose pas. C'est pour ça, très clairement, je n'ai pas manqué de dire à mes frères qu'ils essaient juste de nous ravir la vedette sur la chose, parce que nous sommes très en avance sur la question. D'accord, oui, allez-y rapidement. En parlant d'activités génératrices de revenus, puisque vous en avez tendu la brèche, ils ont dans leurs revendications noté par exemple le retour des frais d'inscription et réinscription des étudiants. C'est réglé, mais je veux poser la question en fait, parce qu'en réalité, à la suite de la grève des étudiants, une mesure avait été prise pour suspendre ces frais d'inscription et réinscription. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, au département, même si ce problème il est réglé avec les syndicalistes, est-ce que pour vous, au département, c'est nécessaire de revenir avec ce système qu'il faut que les étudiants payent les frais d'inscription et réinscription? Bon, là, je pense que peut-être que vous-même, vous ne comprenez pas un peu ce qu'ils ont voulu dire. Je vais revenir là-dessus. En fait, notre système, vous avez connu l'enseignement supérieur ces dernières années, notamment mon université, l'Université Générale Lansana Conté, où j'enseigne maintenant, ça fait plus de 15 ans.
Les institutions d'enseignement supérieur, vous savez que nous avons une plateforme d'orientation en ligne. Goupol. Joliba avant, ensuite Goupol jusque-là, que nous sommes d'ailleurs en train de mettre à jour. En fait, avec Goupol, on fait l'orientation. Les institutions ont des quotas. Vous amenez par exemple 300 ou 400 dans une institution d'enseignement supérieur. Mais après, vous vous retrouvez avec 1000 ou 1200 par endroit. C'est compliqué. On leur a dit, dans ce contexte-là, si on dit qu'il y a pléthore dans une institution, c'est pas l'institution qu'on va attaquer. C'est son Excellence, Madame la Ministre, Dr Diaka Sidibé, qui est responsable pour le moment du ministère de l'Enseignement supérieur, qu'on va attaquer pour dire qu'il y a une pléthore. À ma même place là, l'année dernière, vos collègues qui étaient dans les GG m'ont fait prendre un engagement. Docteur Conté, il n'y aura plus de pléthore dans les institutions. J'ai dit tout à fait, oui. Il n'y aura plus de pléthore dans les institutions. Mais comment on va faire pour ne pas qu'il y ait une pléthore dans les institutions? Il fallait maîtriser. Exactement. Oui. Il faut maîtriser de bout en bout, permettre aux étudiants de s'inscrire sur la plateforme qui les oriente. Mais ceci étant, parce qu'en fait, en réalité, c'est une question pécuniaire. En fait, l'inscription avant était à 250 000. Nous l'avons porté à 50 000. Mais, tout compte fait, en fait, nous sommes d'accord avec les institutions d'enseignement supérieur que l'inscription leur revienne. Mais attention, il faudrait que chacun prenne un engagement qu'ils ne vont pas dépasser les quotas qu'on va leur envoyer. Parce que si on vous envoie 200 et que vous allez au-delà de 200, il faudrait vraiment que vous vous expliquiez là-dessus. Mais vous avez un mécanisme de suivi quand vous envoyez par exemple 50 et que vous retrouvez 200, vous avez un mécanisme de suivi au niveau du ministère. C'est ce que nous allons faire maintenant. C'est ce que nous allons faire pour ne pas en fait que les gens nous mettent toujours dans cette situation de pléthore. Parce que, figurez-vous, nous sommes en train vraiment de nous battre actuellement pour en fait renforcer un peu les capacités d'accueil de ces institutions. Vous voyez pas mal d'inauguration d'infrastructures dans nos institutions d'enseignement supérieur. D'accord, on va marquer une courte pause, le temps d'aller avec nos obligations commerciales. On se retrouve dans un court instant pour poursuivre le débat avec un autre invité du jour. À tout de suite. Nous revenons avec vous sur ce plateau. Eh bien, la question, c'était autour notamment des inscriptions et réinscriptions. Aujourd'hui, quelle va être l'approche? Est-ce que directement les étudiants vont s'inscrire maintenant dans les établissements? Les étudiants en fait vont s'inscrire dans les institutions d'enseignement supérieur. Mais, d'accord. Les quotas issus de l'orientation, par exemple, c'est parce qu'on est revenu aujourd'hui à 50 000 pour les inscriptions. Donc, quand je parle de quotas, je parle du nombre d'étudiants qui sont orientés dans les institutions. Voilà. Maintenant, pour la formation payante aujourd'hui. Pour la formation payante, on leur a dit, ça rejoint toujours la problématique de la pléthore. Vous envoyez 200, vous vous retrouvez avec 600, voire même 1000. Et quand vous demandez, on dit non, c'est des gens qui sont dans la formation payante. On a dit, pour les institutions qui veulent s'inscrire dans une dynamique de formation payante, il faudrait créer les conditions. Si vous avez en fait des formations que vous estimez pour mettre, en fait, que vous voulez mettre à la disposition des étudiants, des bacheliers guinéens, vous les faites, vous créez les conditions pour les recevoir dans vos institutions. Maintenant, on ne va plus mettre ensemble les étudiants en formation non payante avec les étudiants en formation payante. Si vous voulez en fait recevoir des étudiants en formation payante, créer les conditions qu'il faut pour les recevoir séparément avec les étudians boursiers. Voilà. D'accord. Oui, allez-y, Aoula Tousso, pour la question. L'autre point également sur le préavis qui était adressé à votre département par le SNAESU, c'était l'orientation des bacheliers du côté de l'AB dans le département langue anglaise et autres. Est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui Nous avons trouvé une solution là-dessus, mais permettez-moi de vous expliquer un peu en fait ce point.
vous savez, tout est parti d'une volonté de spécialisation des institutions d'enseignement supérieur. L'AB, par exemple, on veut donner à l'AB une vocation technique et technologique. Zérékoré, on veut lui donner une vocation environnementale. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les facultés de sciences sociales qui existaient là-bas, il y a des programmes dans lesquels on n'orientait plus les jeunes. Et le syndicat a dit que ça, c'est pas normal, qu'il faut en fait ramener un peu les étudiants dans ces filières. Nous leur avons dit dans un premier temps, nous sommes prêts que les étudiants reviennent là-bas, mais les facultés fonctionnent avec une norme. On va, par exemple, quand vous prenez la sociologie à l'AB, il y a 6 enseignants. Et ces 6 enseignants-là, ils sont tous des assistants. D'accord. Voilà. Mais ils nous ont expliqué que ces enseignants-là sont actuellement en thèse et que par le biais aussi de la mobilité, on peut avoir des enseignants de grade qui peuvent intervenir dans ces programmes. Donc, à date, nous avons accepté que les étudiants reviennent, mais qu'ils acceptent que l'ANAQ, l'Autorité nationale d'assurance qualité, vienne, parce qu'en fait, on ne va pas orienter les enfants comme ça et s'arrêter là, vienne un peu faire un peu, en fait, son programme, dérouler son programme d'accréditation de ces programmes-là. Et si, en fait, ces programmes-là sont accrédités, on va les laisser. Si les programmes ne sont pas accrédités, et on va en fait revoir un peu la situation de ces programmes. Je voulais également rappeler que nous sommes actuellement en pleine réforme des programmes. La réforme des programmes, c'est en fait un projet que nous avons parce que nous sommes partis d'un constat. C'est qu'en Guinée, plus vous avancez en termes de formation, plus vous êtes exposé au chômage. On a essayé de questionner cela. On s'est rendu compte que c'est parce qu'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Et donc, les besoins de l'AB. Nous avons des enquêteurs sur le terrain qui sont en train de recueillir des informations par rapport aux opportunités d'emploi dans la région de l'AB. Et ça nous permettra en fait de nous projeter sur des métiers qu'il faut mettre en valeur dans l'AB. Donc, les résultats que la réforme des programmes va donner, nous allons l'appliquer à cette mesure-là, parce que c'est important quand même que les gens sachent que les programmes de formation, on les ouvre en fonction des besoins en termes de main-d'œuvre. Puisque les universités étaient devenues des fabriques à chômeurs. Donc nous voulons vraiment inverser cette tendance. Au ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons créé, sous le leadership bien évidemment de Dr Diaka Sidibé, notre cher ministre, une direction générale de l'innovation spécialement pour en fait s'intéresser aux questions d'innovation pédagogique, parce que vous avez vu, le contexte de Corona nous a montré que l'avenir aussi c'est la formation à distance. Donc, mais également pour s'occuper des questions d'insertion des étudiants, parce qu'en fait les étudiants, l'État investit toutes ces ressources-là, ce n'est pas après pour qu'ils ne participent pas au processus de création de richesses nationales dans notre pays. L'État investit sur eux pour leur donner des aptitudes afin qu'ils accompagnent le pays dans ce processus de création de richesses que nous cherchons tant. Voilà, nous aurons, si tout va bien, Maître Pépé Antoine Lama, l'un des avocats de Maître Diawara, sur cette sortie du ministre Charles-Alphonse Wright, sur le fait qu'il disait qu'il acceptait des excuses et tout. L'avocat a fait une sortie à travers les autres. Nous allons l'entendre dans un court instant sur ce dossier-là. Avant de vous donner la parole, Caps, sur les réformes des programmes, est-ce qu'aujourd'hui, ça a démarré ou bien vous êtes pour l'instant... Je viens de vous dire qu'il y a des enquêteurs sur le terrain. D'accord. Ils sont en fait en train de... même pas plus tard qu'hier, il y a une presse de la place qui m'a appelé pour dire non, nous on aimerait bien faire un reportage sur ça, parce que sincèrement vous êtes en train d'innover, vous êtes en train vraiment de faire en sorte que nos besoins soient pris en compte dans les programmes de formation. Donc actuellement les enquêteurs sont sur le terrain et très bientôt nous allons en fait donner les résultats de cet état des lieux. Et on va passer à l'étape suivante. Et il y a même des multinationales ou des industries qui pourraient aussi même faire des propositions pour dire voici nos besoins. Ils sont tous, toutes les structures du monde du travail sont contactées
pour en fait qu'ils s'intéressent au programme de formation. Pourquoi? Parce que ces deux mondes-là fonctionnaient parallèlement, alors que ces deux mondes-là doivent fonctionner main dans la main. Donc c'est pourquoi en fait ces institutions d'enseignement supérieur doivent en fait co-construire leur programme de formation avec ces entreprises. C'est pourquoi dans certains pays, il y a un conseil d'établissement où ces entreprises font partie du conseil. Les prochains conseils d'administration que nous allons mettre en place, ces structures-là feront partie et c'est même elles qui vont présider un peu ces conseils d'administration. C'est ça. Elles amènent maintenant à eux-mêmes financer des programmes de formation. Juste, allez-y, Cap. C'est justement ce que je voulais dire. Déjà, cette commission, une partie de la commission est déjà passée ici pour recenser les besoins. Et donc, comme pour dire, pour valider effectivement, pour confirmer le fait qu'ils sont aujourd'hui en train de recueillir ces informations, mais également ces industries aussi peuvent participer financièrement à la formation, parce que quand ils identifient leurs besoins, ils peuvent accompagner les étudiants qui peuvent acquérir ces formations afin que derrière ils puissent les recruter. Les absorber. Si vous permettez, je vais très rapidement en fait vous expliquer quelque chose par rapport à ce lien-là. Quand une institution du monde professionnel participe à co-construire un programme de formation, il faudrait qu'en aval, il participe également à la conclusion, en fait, à la finalisation, à la finalisation d'abord de la formation de cet étudiant-là en termes de stage. Nous avons un vaste programme de stage alternance, parce que quand vous êtes banquier, vous avez participé à monter le programme de formation en banque finance. Ensuite, vous êtes là même comme enseignant, parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait une dose de professionnels qui interviennent dans ces programmes de formation. Vous avez enseigné certains étudiants, vous avez repéré les meilleurs, et ces meilleurs-là, vous les prenez en stage, et vous allez en fait confirmer un peu le fait que c'est vraiment des étudiants brillants, et ce serait vraiment facile pour vous d'avoir des collaborateurs qui vous aident vraiment à augmenter votre chiffre d'affaires. Donc c'est ce dialogue-là que nous voulons entre les institutions d'enseignement supérieur et les entreprises du monde professionnel. Par exemple, l'autre exemple qu'il faut également donner, puisqu'on parle d'innovation, par exemple, quand on prend des étudiants qui sont dans des pays en Asie, par exemple, il peut y arriver qu'un département ait un besoin, et justement, le besoin va se résoudre par l'université. Je prends l'exemple simple des clés USB, par exemple. Qu'une entité a besoin de clés USB ou d'un programme déjà, donc les étudiants s'associent et créent le programme ou résolvent cette problématique-là. Et finalement, derrière, c'est vendu par l'université à cette entreprise, et cet argent-là peut être réutilisé dans la formation justement de ces étudiants. D'où l'idée de la Semaine nationale de la recherche et de l'innovation. Parce que la recherche scientifique a été souvent citée comme l'enfant pauvre de notre système. Mais nous avons compris en réalité, c'est parce qu'on n'avait pas de vision. Donc nous allons vers l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de l'innovation. Et c'est pourquoi nous avons, la semaine dernière, organisé une activité de promotion de la recherche et de l'innovation pour en fait amener les jeunes Guinéens, les enseignants-chercheurs guinéens, en fait à s'intéresser à la recherche. Parce qu'en fait, sans la recherche, il ne faut pas espérer repousser les frontières de possibilités de en fait, production. Donc c'est avec la recherche que nous pouvons vraiment mieux transformer nos produits, mettre plus de valeur ajoutée dans nos produits pour nous permettre vraiment d'avancer, pour permettre en fait aux citoyens lambda d'avoir un revenu conséquent. Voilà. Allez-y. Je parlais de ce programme dont CAPS faisait allusion, que des universités répondent à des besoins. Ça a déjà été le cas de l'Université des sciences et technologies de Mamou, où des élèves et des étudiants ont conçu les feux rouges. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un mécanisme d'accompagnement pour permettre à ces étudiants-là de pouvoir vendre leur projet au ministère de la Sécurité, qui quand même, dans son programme de sécurisation routière en République Guinée, manque criardement si vous prenez la ville de Sigiri, la ville de Sigiri, les feux rouges qu'on a là-bas, c'est les feux rouges qui viennent de l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Vous savez, nous allons continuer en fait à soutenir ces initiatives-là dans nos institutions. C'est pourquoi nous allons terminer très rapidement l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de l'innovation pour en fait permettre d'avoir plus de fonds, plus de ressources pour la recherche et l'innovation en Guinée, pour qu'on puisse vraiment avoir assez de brevets
assez de brevets, parce que en matière de brevets, il faut reconnaître qu'on est encore un tout petit peu en retard, mais je pense qu'avec cette nouvelle vision, avec l'élaboration de cette politique nationale de la recherche, les gens vont s'intéresser et on aura en fait des ressources qu'il faut pour financer la recherche et l'innovation. L'une des lauréates d'ailleurs à Mamou, c'est du grand concours jeune entrepreneur, c'est sur les feux tricolores. Exactement. Vous étiez même à la cérémonie, et voilà, ils ont pu bénéficier de $4 000 pour un accompagnement. Oui, Caps, allez-y. Voilà, docteur, moi je voulais vous entendre sur une toute autre question. C'est justement par rapport aux institutions d'enseignement supérieur, mais privées, les universités privées. Est-ce qu'on pourrait se dire que dans le programme du ministère, il est pris en compte le fait de ramener certains étudiants dans ces universités privées? Il y a en fait une relation particulière entre le ministère de l'enseignement supérieur et les institutions d'enseignement supérieur privées. C'est vrai, par le passé, les étudiants, en fait, certains bacheliers étaient orientés dans le privé. Mais à un moment donné, les autorités d'alors ont considéré que en fait les institutions d'enseignement supérieur public pouvaient en fait absorber tous les bacheliers. Jusque-là, nous sommes dans cette dynamique. Mais nous sommes conscients d'une chose. Il y a des jeunes Guinéens qui s'orientent dans ces établissements. Donc, le ministère doit toujours être aux côtés de ces institutions d'enseignement supérieur. Donc, nous avons en fait, en tout cas, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, décidé d'être à leur côté, de les soutenir en termes de formation des formateurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des enseignants de ces institutions-là, c'est des enseignants du public, mais très prochainement, nous allons en fait les proposer de les soutenir un peu en termes de formation des formateurs, même si on ne peut pas, c'est vrai, il faut le reconnaître, le faire à l'échelle du public, parce que au-delà de tout, il faut considérer que c'est des privés, c'est des gens en fait qui ont senti une marge quelque part et qui se sont installés pour pouvoir en fait bénéficier de cette marge, mais c'est quand même des gens en fait qui s'investissent dans un secteur important. Nous le reconnaissons cela et notre souhait c'est que vraiment ces institutions d'enseignement supérieur privé continuent vraiment à nous accompagner dans la formation des il y a parmi les points notamment, puisque même ce matin je recevais des écrits, c'est par rapport un peu au paiement des subventions des IES et CR à temps pour permettre aux institutions et CR de payer les primes des contractuels, chauffeurs et tâcherons. Nous n'avons pas manqué de dire à nos amis syndicalistes que cela devrait être plutôt une doléance de leur part. Nous les avons dit que dans ce contexte de contrat de performance dans lequel on est, plus nous-mêmes, ces budgets-là sont décaissés, plus nous avons des points dans le cadre de notre évaluation. Donc nous tous, c'est notre souhait. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les paiements dans le pays se font sur la base d'un plan de trésorerie au niveau national. Donc c'est quand les ressources de l'État le permettent qu'on peut payer. Donc nous allons toujours continuer en fait à faire cette doléance auprès de nos collègues des ministères des secteurs économiques pour en fait que les subventions là soient payées à temps. Mais ça, c'est une problématique nationale parce que tout dépend en fait de la disponibilité des ressources dans le pays. D'accord, allez-y, avant-dernière question. Par rapport à la plateforme Plagec, il y a des enseignants contractuels qui posent la question parce que cette plateforme exclut de facto ces enseignants contractuels parce que pour s'inscrire sur cette plateforme, il faut des matricules. Et ce n'est que des enseignants, comment dirais-je, confirmés dans ces universités qui ont des matricules. Aujourd'hui, quelle est la possibilité, par exemple, pour ces enseignants contractuels de s'inscrire? Voilà ce qui s'est passé. Depuis qu'on est arrivé au ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons, le 10 juillet passé, sorti le 4e appel à candidature dans le cadre de la formation des formateurs. Au premier appel, on n'avait pas Plagec. Nous avons lancé un appel à candidature conformément en fait à l'arrêté sur les attributions les critères d'attribution des bourses, et nous avons en fait dans un premier temps identifié 500 enseignants-chercheurs, dont ces enseignants homologues. Et donc quand on a fait le second appel et le 3e appel avec Plagec, et au 3e appel il fallait en fait renouveler les bourses
de ceux qui avaient bénéficié au premier appel. Voilà, parce que c'est les chiffres impairs qui coïncident un peu. Donc, quand on a en fait le troisième appel à candidature, effectivement, ces cas nous ont été signalés pour dire non, il y a des enseignants qui ne peuvent pas utiliser la plateforme Plagec parce qu'ils n'ont pas encore le matricule. On a clairement dit que ceux qui sont dans le cadre du renouvellement des bourses peuvent nous déposer des dossiers physiques au ministère. Ça veut dire que tous les enseignants-chercheurs homologues qui ont en fait bénéficié du fonds de formation des formateurs au premier appel sont soutenus. Plagec, c'est parti un peu du souci en fait de maîtriser un peu les chiffres. Hein? Si vous me demandez aujourd'hui il y a combien d'enseignants-chercheurs, je suis en mesure de vous dire que selon les statistiques de 2021, nous sommes 3033. Donc, on a mis en place Plagec. On fait passer les appels à candidature par Plagec pour nous permettre vraiment de savoir qu'effectivement la bourse de formation des formateurs est donnée à des gens qui sont dans le système de l'enseignement supérieur. Sinon, il y a toujours des déperditions. Je sais que même autour de la table, il y en a qui ont envie de bénéficier de ce fonds de formation des formateurs. Alors, ça c'est un tir à balles réelles. Emmanuel, il faut prendre la balle au rebond. Moi ça ne me concerne pas. Moi je mérite justement. Moi je mérite d'avoir ce César. Voilà, d'autres invités. Voilà. Alors moi j'ai quelques petites questions. Oui, allez-y. La première c'est sur les universités publiques, notamment la question des diplômes. Vous savez, très souvent lorsque les étudiants finissent, ils sont obligés parfois d'attendre près de 8 à 7 mois après avant de rentrer en possession de leur diplôme, ce qui n'est pas sans préjudice. Aujourd'hui, est-ce que le département est en train de réfléchir sur des alternatives pour en permettre d'accélérer le processus, parce que ça devient compliqué pour eux lorsqu'il s'agit de postuler à certains appels à candidature. Est-ce que le ministère est en train de réfléchir à des alternatives pour accélérer le processus? L'autre chose, c'est toujours sur la question des diplômes. Vous avez les universités privées. Est-ce que vous avez un regard sur les diplômes qu'ils délivrent? Parce que nous apprendons, il y a certaines universités privées qui reçoivent en leur sein des étudiants qui n'ont pas eu le bac. Et en ces circonstances, je pense que pour être étudiant, il faudrait préalablement passer ce concours-là. Merci beaucoup. Il y a plusieurs problématiques dans vos deux questions. Je pense qu'elles sont au nombre de 3. Le premier problème, c'est la question des diplômes. Et vous savez, hein, ces derniers temps, le plus souvent, on parle de la question des faux diplômes. Et nous, en tout cas au ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons essayé d'avoir un programme de traçabilité et de sécurisation des bourses. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Et très prochainement, en fait, on va avoir un seul spécimen pour permettre un peu de sécuriser un peu les bourses. Et ce spécimen nous permettra également de tracer. Donc je vais vous faire rire un peu. Nous aussi, on aura nos codes QR sur les diplômes. Nous aurons en fait nos codes QR sur les diplômes, mais là, c'est juste pour renvoyer un peu sur les informations. Nous avons aujourd'hui une base de données pour en fait permettre d'authentifier un peu les diplômes. Seconde problématique, c'est en fait c'est la question de la remise des diplômes. Nous avons vu dans certaines institutions, les universités privées là-dessus, il faut reconnaître que les gens en fait faisaient vraiment un bon travail parce que tout était harmonisé et tout. Mais par moment, dans les institutions d'enseignement supérieur public, on voyait plusieurs remises dans une seule université. On a dit que ça, c'est pas bon, il faut harmoniser. Et du moment où on va vers la sécurisation des diplômes, il y a des spécimens. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons très prochainement, nous allons former les directeurs de la scolarité sur l'émission de ces diplômes pour en fait nous permettre d'avoir des diplômes à temps et d'avoir une période de remise des diplômes. Nous n'avons pas manqué de le signaler aux responsables des institutions. Plus de cacophonie sur la remise des diplômes dans les institutions d'enseignement supérieur. Parfois, vous pouvez être là au ministère, vous entendez qu'il y a un de vos homologues, un homologue de son Excellence Madame la Ministre, qui est invité dans une institution d'enseignement supérieur, sans qu'on ne sache qu'il y a même une activité là-bas, une remise. Non, on a dit non, on ne doit plus avoir des situations comme ça dans nos institutions d'enseignement supérieur.
il faut harmoniser les choses. Parce que ce n'est pas normal que dans une seule université, qu'il y ait 17 spécimens de diplômes. C'est pas normal. Chaque département a son diplôme. C'est pas normal. Donc aujourd'hui, avec ce programme implémenté par la Direction générale de l'innovation, mais également la Direction générale de l'enseignement supérieur, nous sommes quand même parvenus à avoir une base de données. Nous sommes parvenus à avoir un spécimen. Et très prochainement, il va y avoir une formation à l'intention, parce que nous fermons le 31 juillet là. Donc il va y avoir une formation à l'intention des directeurs de scolarité qui vont imprimer eux-mêmes les diplômes. Voilà, Donc, pour nous permettre vraiment d'avoir des diplômes sécurisés et traçables. Docteur, l'autre pan de la question, c'est la situation des formateurs que vous avez financés pour aller suivre leur parcours à l'étranger. Certains se plaignent de leurs conditions. On a reçu quelques messages par rapport à ça, où la bourse qui s'élève à 24 millions de francs guinéens ne couvrirait pas les charges sur l'année. Non. En fait, 24 millions, c'est pour ceux qui font le doctorat en Guinée. D'accord. Ceux qui font le doctorat en Afrique, ils ont 40 millions. Et ces montants-là n'ont pas été choisis fortuitement. Non, pas du tout. Ces montants-là, quand vous faites un doctorat dans un pays africain, un pays surtout sous-régional, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina, nous, on a fait nos études là-bas. Avec 200 000 francs CFA, vous pouvez vivre quand même dans ces pays-là. Et donc, nous avons calculé 200 000 francs CFA sur 10 mois, c'est combien? C'est 2 millions. Et 2 millions de francs CFA aujourd'hui, c'est combien? C'est peut-être autour de 30 millions. Donc, si vous avez 40 millions, vous avez votre billet d'avion que le ministère de l'Enseignement supérieur prend en charge. Ils ne vous ont pas dit ça. Voilà. Et donc, nous estimons, parce que l'État vous finance. Vous imaginez, l'État vous finance pour que vous vous formez. C'est quand même beaucoup. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des milliers d'enseignants-chercheurs dans le système qui ont besoin de ça. Il faut qu'on rationalise. Ceux qui vont en Europe, ils ont les 10 000 euros. Quand ils sont en sciences sociales, ils ont 12 000 quand ils sont en sciences et techniques. Et leur billet d'avion est pris en charge. Ça, c'était courant chez nous? Je vous pose la question. Hein? C'est la question. Non, mais en fait, non. Oui, vous défendez, nous on pose la question. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Je pense que, en fait, il faut que les gens comprennent que le ministère de l'Enseignement supérieur fait assez d'efforts pour, en fait, mettre pratiquement tous les enseignants-chercheurs en situation de formation. Oui, Aoula Toussou, rapidement. Ce à quoi votre département doit s'atteler dans les prochaines semaines, c'est l'orientation des bacheliers. Est-ce que des dispositions sont déjà prises? Parce que vous avez vu le pourcentage au niveau des admis de bac cette année. Est-ce que déjà des dispositions sont prises au niveau de l'application Goupol et tout ça? Non, comme je vous l'ai dit tantôt en off, nous avons pris des dispositions pour une refonte de Goupol, parce qu'il y a plusieurs aspects que Goupol doit maintenant aussi prendre en compte. Nous avons déjà reçu les résultats du bac que nous avons analysés. Et nous avons en fait un calendrier. Et très prochainement, nous allons mettre en fait ce programme d'orientation à votre disposition. Et on passera également ici pour faire en fait une communication autour de cet exercice d'orientation des étudiants dans nos institutions d'enseignement supérieur. Voilà, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un mot à l'endroit du syndicat. Merci beaucoup. Je voudrais en fait profiter de cette occasion pour dire au SNIASUR, plus particulièrement à son secrétaire général, que nous lui tendons la main. Le ministère n'a jamais été fermé. Et nous, en fait, nous sommes conscients d'une chose, c'est que le SNIASUR, c'est un organe consultatif de notre ministère et que nous allons en fait toujours continuer à prendre en compte un peu leurs préoccupations. Notre souci aujourd'hui, c'est d'aller très rapidement vers la signature de ce protocole et de s'atteler à la préparation de l'année universitaire 2023-2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, docteur.
De retour sur ce plateau, compte de Before des GG, on était avec le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. On l'a écouté Caps autour de ces points. Finalement, c'est résolu selon ces informations. Et peut-être d'ici le soir, une résolution, une décision sera annoncée. Effectivement, Djiba, il faut dire, hein, le premier constat qu'il faille faire par rapport à cette situation-là, c'est que chacun est dans son rôle. Le ministère est dans son rôle, le Sénat-Usure également est dans son rôle. Et la chose la plus importante, encore une fois, depuis la première fois qu'on a reçu ce syndicat ici, on disait que c'était un manque de communication, qu'il fallait que les deux acteurs se retrouvent autour de la table, et suite à cela, des compréhensions seront trouvées. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à cette conclusion-là, d'ici que ce protocole d'accord ne puisse être partagé dans la journée d'aujourd'hui, on pourra venir à ça. Ce qui est important, encore une fois, c'est de saluer cette dynamique dans laquelle le ministère de l'Enseignement supérieur s'est inscrite, pour que cela puisse continuer. Et encore une fois, Djiba, moi, il y a deux choses qui m'intéressent là-dedans. C'est le fait de rendre ces programmes d'enseignement dynamiques et de pouvoir les adapter surtout aux réalités du pays. Mais au-delà de ça, le fait d'intégrer les différentes entreprises ou les opérateurs économiques, les entreprises en un mot, les industries, en les mettant à contribution pour qu'ils puissent finalement trouver quelle est la demande sur le marché et qu'on puisse adapter le programme de formation à cela. C'est ce qui peut nous amener en fin de compte à pouvoir lutter contre le chômage en Guinée et pouvoir absorber la quantité des étudiants des étudiants diplômés qui sont déversés sur le marché. Et l'autre élément également qu'il faille saluer au sein de ce ministère-là, c'est bien entendu la création de cette direction d'innovation-là qui va entreprendre de nouvelles choses, de nouvelles stratégies pour qu'on puisse aujourd'hui arriver à la digitalisation même du système éducatif en Guinée, qu'on donne la possibilité aux gens, comme quand on était pendant la période du coronavirus, on avait les gens qui se formaient à distance, que cela aussi puisse être une réalité. Encore une fois, il faut qu'on puisse saisir tous ces différentes propositions-là et ces différentes opportunités pour, encore une fois, continuer à qualifier le système de l'enseignement supérieur dans notre pays. Encore une fois, il faut saluer ce qui se passe au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, mais également il faut saluer ce que fait le syndicat, parce qu'encore une fois, c'est en étant exigeant vis-à-vis de nos dirigeants qui vont eux aussi se surpasser à nous envoyer des résultats qui puissent être profitables à toute la population de Guinée. Voilà. Merci beaucoup, Caps. Un mot rapidement, nous avons l'invité qui nous attend. Il y a le secrétaire général dans sa communication qui a fait part de la réforme des programmes qu'ils ont entamés. Adapter, CAPS même l'a confirmé, les enquêteurs sont passés à Dafomédia, adapter les formations qu'offrent nos institutions d'enseignement supérieur à l'emploi qu'il y a sur le marché. Parce que très souvent, l'inadéquation entre l'offre et l'emploi, entre la demande et l'offre sur le marché, fait que beaucoup se retrouvent au chômage. Pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais parce qu'on n'a pas besoin de leurs compétences là où il y a du boulot. C'est pourquoi souvent nos entreprises vont faire recours à des expatriés. Parce que les Guinéens ne peuvent pas offrir ce qu'ils demandent. Donc c'est cette même réforme que doit entamer Guillaume. C'est important de le dire. C'est cette même réforme que doit entamer Guillaume. Il faut que nos élèves soient à jour. Il faut que nos élèves arrêtent de parler de René Caillé, de Noël Balé et autres. Il faut que nos élèves sachent qui ils sont. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose quand même qui est dangereux dans ce pays. C'est que de la première année jusqu'au bac, vous trouverez très peu d'élèves guinéens qui connaissent c'est quoi même le sens de leur nom de famille. C'est quoi leur histoire? C'est quoi l'histoire de ce pays? Ils ne connaissent même pas les compagnons de l'indépendance. Il y en a qui connaissent que deux personnes comme compagnons de l'indépendance, c'est Sékou Touré et Diallo Telli. Ce n'est pas ces deux personnes qui ont donné l'indépendance à la Guinée. C'était tout un groupe de jeunes qu'on ne cite pas, qu'on n'enseigne pas. Et comment j'appelle ça, les héros qu'on a connus, ce n'était pas que Zouela Toba Pivi et Samori. Il y a d'autres qui sont anonymes. Chaque contrée de ce pays a son histoire. En fait, aujourd'hui, j'aurais bien voulu que Guillaume, par exemple, prenne des historiens traditionnels que nous avons dans nos communautés pour... Laisse Guillaume tranquille. Et non, je ne laisse pas Guillaume tranquille. Je pense qu'au-delà de ça, il faut créer des profils. Au lycée, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Et mettre en place l'Office national du bac, ça, ce sont des recommandations qui pourraient suivre. Quand tu parles de filières, quand on prend aujourd'hui les filières classiques qu'on a, sciences expérimentales, sciences sociales, sciences mathématiques, en fait, on se retrouve coincé
dans des filières qui ne vous apporteront pas grand-chose. Parce que les perspectives ne sont pas là. Les élèves ne savent pas quand ils vont venir en sciences maths, ça va déboucher sur quoi. Le programme est muet. Parce que les débouchés ne sont pas expliqués. On sait quand même que quand on fait maths, on finira prof de maths. D'accord. Et c'est là le danger. Donc aujourd'hui, la réforme, elle est importante. Et j'attends qu'il m'annonce qu'il a commencé la révision des programmes. Justement. Ça, c'est vraiment urgent. Merci beaucoup, Alphonse. Nous avons Maître Pépé et Antoine Lama en ligne avec nous. Maître, bonjour. On l'a perdu. Voilà, on va essayer de le joindre dans un court instant sur cette sortie des avocats. Oui, Aoulatou, rapidement. Bien avant, je pense qu'il faut revenir d'abord sur la conférence du ministre de la Justice, parce que c'est suite à cette conférence-là qu'il y a eu ce communiqué. Donc hier, le ministre de la Justice, Alphonse Charles-Wright, a organisé une conférence. C'était d'abord pour présenter son prix qu'il a eu récemment, mais aussi il a fait cas des magistrats qui ont été suspendus. Vous-même, vous avez beaucoup de cas de suspension des magistrats, y compris Mohamed Diawara. Donc, c'est suite à cela que les avocats de Mohamed Diawara ont réagi. On a eu un communiqué selon les avocats aujourd'hui de Mohamed Diawara. Il n'est pas question que celui-ci la demande pardon, par exemple, au ministre de la Justice. C'est plutôt l'inverse qui doit se passer. Selon eux, il n'a rien fait, il a été suspendu de façon illégale, donc il n'a rien en tout cas à demander pardon à qui que ce soit. On a déjà... Nous avons mettre en ligne, c'était ce mercredi, où Charles White, à l'occasion d'une conférence, aurait déclaré pardonner les magistrats suspendus pour les faits de corruption, annoncé la levée de leur suspension. L'autre son de cloche, les avocats de M. Mohamed Diawara ne sont pas d'accord avec cette sortie. Maître, bonjour.